Bonjour, merci d'être là ce matin à Fribourg pour assister et participer, j'espère, à cette conférence interactive. C'est pas la première fois que je la fais, c'est pas la dernière parce que j'adore ça. J'ai qu'une heure devant moi malheureusement parce que j'y passerai bien la journée. Vraiment, ça me passionne et j'espère que vous ressentirez ça à la fin. Mais il y a parfois des gens qui sont là par hasard. Les gens qui sont là par hasard, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ok, super. Alors, vous n'êtes pas là par hasard. Raté, si c'était votre intention, c'est raté. Vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes là parce que votre inconscient vous a attiré à venir voir ce qui était écrit et ce que ça voulait dire. Donc, je vous invite à voir ce que vous ressentez durant la conférence, parce que vous avez quelque chose à prendre. Et probablement que j'ai quelque chose à vous donner, du coup. Donc, on va parler de thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. TEFT, c'est comme ça que je l'ai abrévié. C'est quelque chose que je pratique et que j'ai commencé à pratiquer pour une partie il y a 10 ans, c'était en 2008 que j'ai commencé, où j'ai commencé par le décodage biologique. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre ce que c'est, quel intérêt vous avez à passer par là, quel potentiel intérêt vous avez à vous former à ça, si ça c'est dans vos projets, ou si ça ne l'est pas encore. Parce que c'est unique. C'est unique parce que ça vient de mon expérience et de la fusion de tout ce que j'ai traversé depuis 19 ans. Pas 20, mais 19. Pourquoi ça marche? Parce que ça va parler à votre inconscient à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose de psychologique, bien que les barrières psychologiques vont être là. Il y a même des gens qui sortent parfois de la conférence parce que ça va trop loin, ça touche leurs limites et c'est pas supportable, et je l'entends. Et il vaut mieux être prêt, finalement, à le vivre. Sinon, la thérapie ne marche pas, bien sûr. Je sais que les gens qui poussent la porte de mon cabinet vont gagner quelque chose, mais il faut qu'ils arrivent jusque-là. À Grenoble, on a 3 tours identiques, et les gens montent dans la mauvaise tour. Il y a même des gens qui se trompent de ville. Ils sont sur le bon boulevard avec le bon nom, mais dans une autre ville. C'est vraiment qu'ils ne sont pas prêts. Donc là, vous êtes peut-être prêts parce que ça vous intéresse, parce que vous avez envie de voir tout ça, mais en fait, vous ne savez pas pourquoi, parce que vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est, mais votre inconscient, lui, sait exactement ce qu'il y a déjà dedans. Sinon, vous ne seriez pas là. Alors, si vous avez envie de vous lever, réfléchissez à ce qui vous touche, parce que vous aurez peut-être une porte sur ce qu'il faut aller voir chez vous qui vous dérange encore profondément. On va toucher là aujourd'hui vos plus gros conflits, vos plus grosses blessures. Et c'est moche, et on n'a pas envie d'aller voir dedans. Malheureusement, pour avancer, il faut retraverser tout ça. Mais on n'a pas envie d'aller retraverser tout ça parce que ça fait peur. Ça fait peur d'aller, pardonnez-moi l'expression, mais soulever la merde. C'est souvent ce qu'on dit. Oula, je ne vais pas voir, ça fait trop peur. Qu'est-ce qui fait peur? Ce que vous portez en vous, ce qui n'est pas encore réglé. Est-ce qu'on peut potentiellement, si vous accrochez, si vous accrochez à vous-même et dépassez vos peurs, aller travailler chez vous et changer chez vous. L'idée, c'est vraiment de changer ce qui ne va pas. Comment ça s'est créé? Ça a commencé en 99, où j'étais pilote, championnat de France des rallyes sur la route, en moto. J'étais vice-champion de France à 98 et je voulais être le meilleur en 99. Pourquoi? Parce que je manquais de reconnaissance. Parce que j'étais indépendant affectif, pas indépendant affectif. J'étais indépendant affectif, donc j'étais dans un couple avec une femme par qui je me laissais étouffer, puisque
elle m'aimait. Mais ce n'est pas moi qu'elle aimait, c'est l'image que je donnais qu'elle aimait. Donc, je n'étais pas heureux, puisque je n'étais pas moi. Et je m'enfuyais de cet étouffement grâce à ces compétitions. Sauf que j'ai rencontré un chêne, comme ça, à 110 km/h, et lui m'a dit « Stop, arrête de fuir ». Il m'a immobilisé pendant 6 mois sur un lit d'hôpital. Sur le lit d'hôpital, couché pendant 6 mois, après 45 jours de coma artificiel, puisque j'avais 2 hématomes cérébraux. Bref, quand je suis sorti de là, on m'a dit « Monsieur Rossa, je ne pensais pas que vous en seriez là un jour ». Et j'avais 2 béquilles à l'époque. Okay, les médecins rééducateurs ne pensaient pas que ce serait possible, avec les séquelles du départ. Donc, j'ai plein de traces, j'ai plein de cicatrices. Il faut en voir une là tout de suite. Ça, c'est les cicatrices de gens qui ont fait le coma, qui ont fait du coma. Ça, la tête appuie, ça fait un escar et ça mange la peau. Vous les reconnaissez dans la rue de cette façon-là. Et en sortant, dès les premiers temps sur mon lit d'hôpital, je me demandais pourquoi. Pas pourquoi c'est arrivé, je sais. J'allais trop vite et je n'ai pas maîtrisé la moto. Je n'étais pas encore assez compétent avec la superbe nouvelle machine que j'avais, puisque j'avais été sponsorisé et que c'était un rêve réalisé, mais pas assez compétent. Donc pourquoi c'est arrivé, c'est une chose, ok, on met de côté, mais pourquoi j'ai survécu? Parce que dans les 3 premiers jours, aux urgences, les médecins disaient qu'ils ne pouvaient plus rien pour moi, que j'étais explosé de partout à l'intérieur, et potentiellement, comment c'est le terme technique? Pronostic vital engagé. C'est ça le mot chez les médecins. Mais j'ai eu de la chance. Ou une bonne étoile, appelez ça comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, au bout de 5 jours, ça s'est stabilisé. Et après, je me suis demandé, quand j'ai été à nouveau conscient, au bout donc de 45 jours de coma, pourquoi je ne suis pas mort? Pour quelle raison profonde je ne suis pas mort? Et je me suis rendu compte tout de suite, bonjour monsieur, bonjour madame, je me suis rendu compte tout de suite que les séquelles que je gardais n'étaient pas logiques par rapport à l'accident. Il y avait quelque chose de pas normal. Ma moelle épinière était touchée, mais tous les muscles n'étaient pas touchés de la même façon des 2 côtés. Il y avait des choses qui n'auraient jamais dû récupérer, qui récupéraient très vite en rééducation. 2 ans de rééducation, ça donne le temps de réfléchir aussi. Et j'ai cherché à décoder ma biologie. Donc j'ai commencé par vivre le décodage biologique. Le décodage biologique est venu après 4 ans de psychothérapie qui m'ont servi à marcher avec 2 béquilles. C'est tout. Le décodage biologique, je disais, m'a aidé à mettre un sens sur mes séquelles, mettre un sens sur mes fractures, mettre un sens sur mes 2,04 m de cicatrices que j'ai sur tout le corps, à mettre un sens à tout ça et surtout à enlever les conflits émotionnels qui m'avaient amené à cet accident. Parce que je vous ai dit, j'étais dans un couple où j'étais étouffé, mais j'avais été rejeté par mon père avant, qui m'avait mis dehors de chez lui quelques années auparavant. Et j'avais beaucoup de timidité, j'étais pas très à l'aise dans ma vie, donc c'était compliqué de vivre tout ça, mais je fonçais, avec 2 œillères à fond, sans vouloir regarder sur les côtés, sans vouloir regarder ce qui se passait en moi. Et la vie m'a dit « Stop, mon coco, il faut que tu arrêtes ce système-là, il faut que tu changes ». Du coup, j'ai commencé à changer. Et le décodage biologique m'a permis de commencer à changer. Puis, dans le décodage biologique, on nous a parlé d'un outil, c'est la psychogénéalogie. Vous ne pouvez peut-être pas au fond. La psychogénéalogie, qui est-ce qui connaît? 1, 2, 3. Bien. Le décodage biologique, qui est-ce qui connaît? 4, pas mieux. Bien. La thérapie familiale, je ne demande pas, parce que là, c'est le nom que j'ai donné, donc vous ne pouvez pas connaître. Pas encore. J'espère tout à l'heure. Décodage biologique, psychogénéalogique qui m'ont amené à la thérapie familiale. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à travailler au cabinet. Parce que je voulais aider les autres. J'avais été aidé merveilleusement. J'étais debout grâce à ça, grâce aux relations humaines des soignants. Et je voulais aider les autres. Au cabinet, je reçois quelqu'un, c'est un exemple, qui aujourd'hui a 60 ans,
Et son problème, c'est la séparation douloureuse qu'il a vécue dans sa vie. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On pleure, on rit, on s'amuse? Non. On ne sait pas, en fait. C'est un peu compliqué, la séparation, parce que ça vient de quelqu'un d'autre, on est touché soi-même. Par où ça se mange? Eh ben, c'est quelque chose qui se mange dans les drames vécus de 6 ans à aujourd'hui. Ça, c'est le décodage biologique qui me l'a appris, que cette séparation douloureuse, on peut faire quelque chose, mais ce que je vis à 60 ans, c'est à cause de la séparation, la grosse, la dernière que j'ai eue à 32 ans. Ok, ça on peut parler de la séparation à 32 ans, on peut en parler des mois, des années. Je ne vais pas dire qui a fait ça. Mais pour moi, c'est que Z% du problème, si j'ai un chiffre à donner. Je n'ai pas un chiffre, c'est une lettre. Bonjour, mesdames. Installez-vous, je vous en prie. Ce Z% du problème, avec le décodage biologique, on comprend très vite qu'il est dû à une première séparation avant ça, à 16 ans. Puis une autre, c'était un décès à 8 ans. Un décès, c'est je suis séparé de celui que j'aime. Donc cette personne qui vient me voir à 60 ans avec son problème de séparation, elle a déjà vécu fortement, elle s'en souvient ça, elle s'en souvient moins bien, mais son corps, son ressenti s'en souvient. Et 8 ans, c'est encore plus loin. Mais quand on tombe sur 8 ans, là, il y a la grosse douleur. Et là, on peut travailler avec les outils du décodage biologique. Les outils du décodage biologique, c'est la PNL, principalement, programmation neurolinguistique. Qu'est-ce qui connaît? Ah, un peu plus. Merci. Et beaucoup d'autres choses autour de ça. Il ne s'agit pas seulement de comprendre que c'est le décès à 8 ans, le drame, mais il faut apporter les solutions. Il ne suffit pas de décoder le drame, mais il faut trouver les solutions adaptées, et avec les outils du décodage biologique, ça marche très très bien. Ouais, mais moi, je suis curieux. Et je veux savoir pourquoi il y a autant de séparations et de drames dans la vie de cet homme, puisque c'est un homme. Alors je vais chercher avant, dans une autre période, ce qu'il a vécu de sa conception jusqu'à ses 6 ans. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on est construit affectivement. On est affectivement construit dans cette période-là, et lui sous un problème affectif. Donc, je vais regarder. Et bing, abandon à 4 ans. 4 ans, 8 ans, 16 ans, 32, ça vous fait pas penser à quelque chose? C'est des cycles. Marc Fréchet, qui a découvert ces cycles cellulaires mémorisés, nous a fait faire un grand pas en décodage biologique. Et là, je confirme mon intuition que, ok, il y a un problème. C'est soit ressenti par la mère enceinte, soit dans l'enfance, et là, c'est l'abandon à 4 ans. C'est Y% du problème. Z, Y. Et ça, on le règle dans la thérapie familiale, avec les outils de la thérapie familiale, on y reviendra après, et sur le décodage biologique, que je vais expliquer aussi. Donc en fait, on ne peut pas travailler sur la famille s'il n'y a pas le décodage biologique. En tout cas, c'est beaucoup plus facile, parce que notre corps nous parle et on peut l'écouter. Est-ce que vous savez ce qu'il peut avoir là? Vous avez compris qu'il y a une troisième case, hein? Non, la grossesse, elle est là, après la conception. Donc avant la grossesse. Les vies antérieures, ça, je ne m'en occupe pas encore, mais bien sûr. Le transgénérationnel, les ancêtres, etc., etc. Oui, parce que dans le décodage biologique, déjà, on me disait que quand le drame était énorme, il fallait aller voir ce qui s'était passé chez les ancêtres, donc faire de la psychogénéalogie. Et donc, j'ai appris à faire de la psychogénéalogie, à résoudre les drames des ancêtres qui ont été transmis par mémoire cellulaire. On y reviendra aussi dessus. Et ça, c'est X% du problème. Et chez ces ancêtres, forcément, on retrouve beaucoup de décès de parents jeunes qui donc, par le fait, abandonnent leurs enfants. On aurait pu trouver aussi un abandon réel, quelqu'un qui vient de la DAS. En France, ça s'appelle la DAS. Mais on trouve ça. On trouve ça, et ça, on va le régler avec les outils du transgénérationnel, de la thérapie familiale, parce qu'on transporte ça aussi là-dedans, et du décodage biologique. Donc, j'avais rempli tous les trous.
en 10 ans de pratique, en commençant par le décodage biologique, j'ai rempli toutes les cases qui permettent de traiter toutes les parties de votre vie qui ont potentiellement un impact sur ce que vous vivez aujourd'hui, sur ce que vous vivez aujourd'hui. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette parce que on peut déterminer assez facilement certaines choses, et puis d'autres, c'est très vague. Des gens viennent en disant « je suis né avec un eczéma ». Ça vient d'où, d'après vous? Des ancêtres. Presque. Presque, parce que je suis né avec un eczéma, il y a la conception avant la naissance. Donc tout ce qui s'est passé dans le ventre de la mère jusqu'à la naissance peut avoir un impact sur cet eczéma. Mais ça, c'est très facile à vérifier, c'est 9 mois, la mère est là, elle est consciente. Après, bien sûr, on ira voir les ancêtres. Par contre, si j'ai un eczéma à 32 ans, ok, je cherche ce qui se passe avant. Le décodage biologique. Le but, je vais vous avouer mon but aujourd'hui. Et je ne sais pas comment on va l'atteindre ensemble. Mais on va y aller. Mon but aujourd'hui, c'est de faire une démonstration de cette thérapie-là. Donc préparez-vous déjà, si vous avez quelque chose que vous voulez poser, à en faire profiter les autres. C'est-à-dire à ressentir, vous, des choses que vous allez pouvoir exprimer pour les autres. Parce qu'il n'y a pas de meilleure démonstration qu'une démonstration. Je vais vous parler de ça pendant des heures, ça reste dans votre cerveau. Maintenant, si vous le ressentez, ça sera encore autre chose. Le décodage biologique, qu'est-ce que c'est? C'est une autre façon d'aborder la maladie. C'est explorer le pourquoi on devient malade. La médecine, c'est comment, à cause de quoi on devient malade. Qu'est-ce qui se passe dans nos cellules, etc. On est très fort aujourd'hui. Il y a encore des petits trucs qui échappent, mais globalement, en médecine, on est très fort. La raison, c'est le pourquoi. Et le pourquoi, selon le décodage biologique et selon mon expérience personnelle et professionnelle, c'est vraiment le choc émotionnel qui crée un ressenti avec le cerveau en interface, va donner un impact sur la biologie. On va détailler tout ça. C'est quoi un choc émotionnel? D'abord, c'est une forte intensité émotionnelle, c'est un choc, ça vous touche. Ce choc émotionnel va aller créer un ressenti intense qui va s'imprimer dans votre corps. Le but de la thérapie étant de le faire ressortir. Pourquoi toutes nos émotions ne créent pas des chocs émotionnels? Parce qu'il faut 4 paramètres. Le premier, c'est de forte intensité émotionnelle. Est-ce que vous avez des idées sur les autres paramètres? Qu'est-ce qui pourrait créer un choc émotionnel dans le sens décodage biologique, donc qui va imprimer notre corps? Le stress. C'est-à-dire? La douleur. Ça fait partie de tout ça, de la forte intensité émotionnelle. Je suis stressé, j'ai mal. Un choc. C'est soudain, inattendu, c'est un choc. C'est pas je vois arriver le truc sur moi, j'ai le temps de me dire oh là là, ça va faire mal, et puis je vais gérer la douleur. C'est blam, ça me tombe dessus. Typiquement le camion qui m'écrase ou qui écrase mon fils. Ça, je ne m'y attends pas et je ne l'ai pas vu arriver. Okay, c'est 2 des paramètres. Le troisième, la perte. Ouais. Mais quels sont les paramètres du choc émotionnel? Dans quel... La biologie physique. C'est la biologie qui reçoit, qui imprime après. Troisième paramètre, c'est sans solution. Je vis quelque chose et j'ai pas de solution. Ça ne se résoudra pas. Mon chien est écrasé par le camion. Il est mort. Je ne peux pas le faire revivre. Donc, c'est fort, parce que je tiens énormément à ce chien, c'est comme mon enfant. C'est soudain, je ne me suis pas préparé, et il n'y a pas de solution. Je ne peux pas réparer ce qui se passe. Même si je prends un autre chien, je resterai malheureux. Je parle d'un chien pour ne pas vous toucher, mais souvent c'est plus des enfants qui font mal, qui font encore plus mal parce que l'intensité est encore plus forte. Tout ça, c'est des paramètres
qu'on ne peut pas changer. D'accord? On ne peut pas les changer. Ça a été de forte intensité, c'était soudain, c'était sans solution. Qu'est-ce qu'on peut changer, à votre avis? Quel est le paramètre, le dernier paramètre qui va créer un choc émotionnel qu'on peut changer? Pardon? Nos pensées. Vous pensez que votre corps, votre cerveau pilote votre corps? Vous me rassurez. Je ne connais personne, hein. Je suis curieux de connaître quelqu'un qui fasse ça, mais j'ai vu personne dire « Oh, ben, j'arrête d'être malade, demain, c'est fini, je décide ». Non, notre cerveau, c'est un organe qui sert à penser, mais il ne sert absolument pas à régler quoi que ce soit. L'acceptation. Mon enfant est mort écrasé par un camion, je peux l'accepter? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un attentat? Qu'est-ce que les autorités mettent en place très rapidement? Périmètre de sécurité, d'accord, mais un soutien psychologique. Et pourquoi, à votre avis? Ouais. Et avec ça, on ne vit plus dans l'isolement, le choc. Ce qui crée le choc émotionnel, c'est de forte intensité, soudain, sans solution et dans l'isolement. Je ne peux pas en parler. Je ne peux pas parler de ce que je ressens. Quand mon enfant se fait écraser, je me sens énormément nul de ne pas l'avoir surveillé. Et ça, je ne peux pas le dire tellement ça me fait mal. Donc je le garde pour moi. Et ça fait un ressenti. Un ressenti, c'est différent d'une émotion. Les émotions, vous les connaissez, il y en a 5. La joie, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse. Okay, ça, c'est 5 émotions. Ce n'est pas des ressentis. Je suis joyeux parce que, il y a une raison. J'ai peur de quelque chose. Quelque chose me dégoûte, etc., etc. Il y a toujours une cause. Et la cause, c'est le ressenti. C'est ce que je ressens. Ce ressenti, ça peut être, par exemple, il n'y a pas que cela, il y en a toute une tripotée. Je suis abandonné, je suis nul, je suis souillé, je suis perdu ou je suis anéanti, etc., etc. C'est quelque chose qui est au fond de soi. Et voilà, il n'y a rien d'autre derrière. Je suis en colère parce que je suis nul. J'aurais dû surveiller mon enfant. Je suis perdu parce que mon mari est mort et je ne sais pas quoi faire. Je suis perdu. Un ressenti? Non. On va aller plus vite. On va sauter ça. Ça, c'est des exemples. C'est une grille de lecture, du décodage. Les os parlent de dévalorisation, l'estomac de quelque chose d'indigeste, l'épiderme, l'eczéma, je disais tout à l'heure, la séparation, etc., etc. C'est une grille de lecture et grâce à cette grille de lecture, on arrive à deviner dans quel cadre les gens sont coincés. Quelqu'un avec cet eczéma généralisé, je vais chercher de la séparation dans son histoire. Okay, je ne vais pas chercher de la dévalorisation. Ce serait un os. Et c'est juste. Ça a été prouvé depuis 1980, expérimenté, il y a plein de livres qui existent dessus, ça fonctionne. Ça, j'ai pas de doute. Comment le choc se fait, c'est pas important. La thérapie, exprimer ce qui s'est imprimé. C'est ça, la thérapie. Tout le reste, comprendre, retrouver l'instant du choc, connecter avec ses ressources, transformer, c'est bien. Mais si on n'exprime pas ce qui s'est imprimé, ça ne sert à rien. On ne sort pas des 4e paramètres. C'est le seul moyen de sortir du choc émotionnel et de régler sa maladie, son comportement ou quoi que ce soit d'autre. En décodage biologique, on m'a parlé de transgénérationnel et c'est ce dont on va parler maintenant. Très très vite. Je suis désolé, j'ai qu'1 heure et je fais ça en 1h30 d'habitude, c'est un condensé. Transgénérationnel. Ça vient d'où? Ça vient de Anne-Ancelin Schützenberger qui a découvert ça en 1993. Des thérapeutes, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes ont utilisé ça, valident que ça fonctionne. Et en 2017, on a eu la preuve par des tests ADN sur des rats que l'émotion était transmise par les gènes. Les fortes émotions, les chocs émotionnels, c'est ce que j'appelle, sont
vont modifier l'ARN qui donne une modification d'ADN, donc c'est transmis cellulairement. Ça, c'est la version scientifique. Nous, on sait depuis avant 2017 que ça marche déjà comme ça, en psychogénéalogie, puisque ça a été prouvé par l'expérience concordante. Okay ? Vous, nous, moi, avons été conçus par nos parents pour réparer les drames émotionnels chez non résolus de leurs ancêtres. Pourquoi faire ça? Par loyauté familiale. Et ça, c'est majeur. Donc on va passer quelques minutes dessus. D'où elle vient cette loyauté familiale? Elle sert à assurer la survie de l'espèce. Sans clan, l'espèce humaine n'aurait jamais survécu. Vous imaginez bien qu'un être humain, chez l'homme préhistorique, tout seul, il se fait bouffer. Ça devient une proie. C'est plus un chasseur en groupe. Okay ? Donc s'il se fait bouffer, il n'y a plus personne pour surveiller la caverne, et tous les enfants se font manger aussi, etc. Bref, c'est le carnage. Donc il faut qu'on reste en groupe. C'est notre moyen de survie, c'est comme ça que notre espèce a prospéré, et qu'on est là aujourd'hui dans un joli bâtiment à Fribourg. Sans ça, ça ne marchait pas. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, on est encore dans cette loyauté familiale? À cause de ce que ressent l'enfant et l'homme préhistorique. De quoi l'enfant a besoin venant de sa mère? Vital, archaïque, on parle au niveau archaïque, cerveau limbique, vital. Qu'est-ce qu'il a besoin? De nourriture, ok. Qu'est-ce qui ferait que sa mère ne le nourrit pas? Manque d'amour. Si elle ne l'aime pas, elle ne va pas le nourrir. Donc l'enfant a besoin d'amour qui va lui donner la nourriture et la chaleur. C'est un besoin vital, l'amour. C'est pas ça me fait plaisir d'être aimé. Non. Si je ne suis pas aimé, je ne survis pas. Et c'est imprimé depuis 3 millions d'années qu'on est humain. D'accord? De quoi il a besoin de son père? La sécurité, très bien, qui vient avec quoi? Pourquoi le père ne le mettrait pas en sécurité? Non, c'est pas l'amour. Qu'est-ce qui fait que le père ne mettrait pas en sécurité son enfant? Vous pouvez répondre pour elle ou si elle est là et tout seul devant. La reconnaissance. Si mon père me reconnaît, j'appartiens à son clan, ok, il va me mettre en sécurité. Et de la sécurité va découler une place dans le clan, donc une identité, donc de la valeur. Ok, ça vient de là. Maman, elle aime, papa, il met en sécurité, qui au final nous donne de la valeur. Il y en a peut-être statistiquement dans la salle qui n'ont pas beaucoup de confiance en eux. Regardez ce qu'a fait votre père pour vous, ou ce qu'il n'a pas fait plutôt. En tant qu'adulte, dans le clan, qu'est-ce que l'adulte a besoin par rapport au clan? Ouais. Et qu'est-ce qu'il va faire pour être accepté? Se plier aux règles. Donc il va être complètement loyal pour avoir la protection du clan. S'il se fait mettre dehors, il meurt. C'est vital. Et ça dure depuis 3 millions d'années. Depuis 3 millions d'années, on a une loyauté à ses parents et au clan pour survivre. C'est inscrit dans notre cerveau limbique. Pourquoi c'est encore actif aujourd'hui? Puisqu'on a de quoi manger, on peut se faire nourrir par des biberons, on peut survivre sans nos parents. Pourquoi c'est encore actif aujourd'hui? Ça, j'ai mis longtemps à comprendre. Parce qu'ok, le transgénérationnel, c'est bien, mais il a fallu que je comprenne ce que je travaillais. Ben parce que ça fait 3 millions d'années, justement, que ça dure. Et que depuis 3 millions d'années, on est en mode survie. Je dois survivre. Pour survivre, il me faut la protection de papa, l'amour de maman, appartenir à un clan. Ça fait 3 millions d'années que ça dure. Depuis combien de temps on peut vivre tout seul au fond d'une cabane, au fond des bois, sans danger de mourir? Dites un chiffre comme ça. Vous ne serez pas puni. 10 ans? Oh, pessimiste. Allez, je suis optimiste, moi je dis 300 ans.
300 ans, oui, 300 ans, il y a à peu près 300 ans, on pouvait vivre au fond de sa cabane sans trop craindre les loups, les ours, etc. Ça commençait à être possible. Et ça m'arrange pour le calcul, en fait. Mais si tu dis 10 ans, tu refais le calcul dans ta tête. Un 10 millième du temps, ça fait que 1/10 millième du temps de notre inconscient archaïque qu'on est potentiellement en sécurité. Je ne dis pas tout, ce n'est pas tous les peuples, hein, mais nous en Europe. Un 10 millième, c'est un peu bizarre un 10 millième dit comme ça. Donc j'ai ramené ça à un an. Si 3 millions d'années égale 1 an, on est en mode survie depuis 364 jours, 23 heures et 8 minutes. Ça fait que 52 minutes qu'on est tranquille. Vous imaginez un petit peu notre inconscient, comment il marche? Il ne peut pas être tranquille. Il est obligé de garder de la veille. Et il est obligé de garder ce mode-là. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va en être séparés. Hein. Un autre exemple, la salle fait, on va dire 5 mètres. Hein, je ne dois pas me tromper beaucoup. 5 mètres. 1/10 millième de 5 mètres. 0,5 mm. Ça fait 0,5 mm là que vous êtes en sécurité et ça fait toute cette distance-là que vous vivez en danger. Vous ne pouvez pas vous sentir en sécurité, c'est normal. Ce n'est pas encore acquis. Donc notre cerveau continue à fonctionner de façon archaïque. Et c'est pour ça qu'on peut s'en servir. Ça, c'est les dates. On va passer sur tout ça. C'est dommage parce que c'était chouette. C'était l'exemple d'une patiente qui avait un syndrome de Raynaud. Vous savez, les mains et les pieds froids. Ok, gelés. Eh bien, on a travaillé uniquement en transgénérationnel sur tous les drames de sa famille. Et il y en avait une quantité. Il y en avait là, à cet étage-là, elle est là, hein, sa mère, au-dessus de sa mère, il y en avait 6 sur 10 qui mouraient avant 2 ans, dont elle n'avait jamais entendu parler. Et elle portait ça juste parce qu'elle était en lien avec les dates. Désolé, c'est sur YouTube, sur ma chaîne, si vous voulez avoir plus de détails. Parce que ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ça. Aujourd'hui, oui, c'est drôle, mais aujourd'hui, on est encore dans ce fonctionnement archaïque. Et tant qu'on ne sera pas sorti de ça, on restera là-dedans et on restera dans le vital. C'est ce vital-là qui nous fait flipper dès qu'on n'a plus d'amour, dès qu'on n'a pas de protection. Ça vous parle? Non, ça ne vous parle pas? Alors on va plus loin. On a parlé du décodage, on a parlé du transgénérationnel, et récemment, il y a 4 ans, j'ai commencé à travailler en thérapie familiale, à travailler vraiment, à avoir des outils, parce que je savais que maman ne m'avait pas aimé. Je savais que monsieur l'a séparé avec son problème de séparation, c'est parce que son père était mort. Je savais tout ça. Mais quoi en faire? Avec quels outils travailler ça? Donc, on va voir ça. J'ai une question avant. Est-ce que votre famille, dans votre famille, j'entends vos parents, vous et vos parents, c'est une famille normale, une famille inconnue, ou toxique, parfaite, ou alors, ils ont fait ce qu'ils pouvaient et ce qu'ils avaient? C'est quoi pour vous? Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Qu'est-ce qu'une famille parfaite? Ah non, mais je veux un exemple, s'il vous plaît. Ça fait des années que je cherche une famille parfaite, j'en ai jamais trouvé en fait. Ils ont tous un défaut. Nos parents ont tous une défaillance quelque part. Alors oui, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et ça nous aide à les excuser, mais ça ne nous aide pas à reconnaître la douleur qu'on a vécue. La thérapie familiale, c'est ça. C'est combler les défaillances de nos parents pour remplir ce qui aurait dû l'être par eux, c'est-à-dire nos ressources. Je suis un être aimable parce que je suis aimé inconditionnellement. Il n'y a que ça qui va me faire sentir aimable, avec une valeur d'être aimé. Je peux être en confiance et avoir confiance en moi si j'ai ressenti la sécurité donnée par mon père. Si je ne l'ai pas ressenti, je ne peux pas avoir confiance en moi. Ce n'est pas possible, ce n'est pas imprimé dans mon ressenti. Donc je vais le chercher ailleurs. Chez qui? Chez mon compagnon, par exemple, si je suis une femme.
Je vais attendre qu'il me mette en sécurité. Donc je vais choisir grand, fort, pour qu'il me mette en sécurité. Mais en faisant ça, eh ben, je suis la petite fille qui va chercher papa. Donc le couple plonge. Parce que, inconsciemment, il y a aussi une règle sociale de « je ne fais pas l'amour avec mes parents ». Donc ça ne marchera pas. C'est la principale cause des mésententes de couple. Un est en position d'enfant par rapport à l'autre parce qu'il a eu des blessures. Et donc je travaille beaucoup avec ce genre de blessures-là. La thérapie familiale, c'est une thérapie créative. J'ai essayé d'appliquer l'état d'esprit du décodage biologique à la thérapie familiale, mais ça ne marche pas. On ne peut pas aller réparer chaque blessure. Si, chez certaines personnes, il y a une blessure, on peut y aller, mais c'est rare. En fait, on va créer autre chose. On perd moins de temps, c'est plus efficace, et surtout, c'est plus écologique pour notre inconscient. On va créer quelque chose grâce à votre plasticité neuronale. Vos neurones, là, c'est comme si c'était une ville. Vous habitez ici, et votre fils veut aller jouer au foot là. Il a pris l'habitude d'utiliser ce chemin-là parce que c'est lui. C'est comme ça. C'est notre chemin neuronal pour répondre à une agression. D'accord ? T'es moche. Hop, il y a un chemin neuronal qui va chercher une ressource. Ouais, bon, je m'en fous. Alors qu'en fait, ça touche. La ressource n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'on va faire en thérapie familiale ? On va zoomer sur cette ville-là. On a ce schéma-là qui donne une ressource pas terrible. Le but, c'est d'avoir une ressource fantastique et merveilleuse qui puisse effacer tout le reste. Comment on fait ? On ne peut pas effacer ça. Hein. Si on efface ça, il n'y a plus de ressources du tout. Non, on va créer un autre chemin, plus rapide, plus efficace, plus direct, où on prend moins de temps, où c'est plus joli, où c'est plus agréable, et du coup on arrive plus vite au stade de foot. Et ce chemin-là, on va le travailler, on va l'ancrer grâce au ressenti. On va l'ancrer tellement fort qu'il va prendre le pas sur l'autre, parce qu'il est meilleur. Il est meilleur, on va l'utiliser plus souvent, il marchera mieux, donc on va l'acquérir. Pour nous, à l'intérieur. Mais pas que pour nous à l'intérieur, aussi dans nos neurones. Parce que là, ici, ce chemin-là, il emprunte des synapses entre les neurones. Vous savez comment ça marche, hein, le cerveau ? C'est tout un réseau extrêmement maillé. Ces synapses, si elles ne sont plus utilisées, disparaissent. Elles ne servent plus à rien, ça ne sert à rien de les alimenter, ça disparaît. Et on va créer d'autres chemins neurologiques à travers ces synapses-là. Donc on imprime un nouveau schéma neuronal, on l'inscrit, on le grave, on le travaille, de façon à laisser au repos les autres synapses de l'ancien schéma, ils disparaissent et on ne peut plus retourner à l'ancien schéma, ça ne marche plus. Une fois qu'on a confiance, on a confiance, on ne perd plus confiance, on ne sait plus ne pas avoir confiance. D'accord ? On crée quelque chose de nouveau. On ne va pas regarder ce qui nous a fait passer par là et prendre ce chemin-là. C'est trop compliqué, c'est trop long et on ne pourra pas tout trouver. Donc il va rester encore des bouts de chemin. Non, on crée autre chose. Mais, tant qu'à faire, si on crée autre chose, pourquoi se contenter d'aller à ce stade de foot-là ? Bon, ça c'est une petite image pour vous montrer mon cerveau, ce qu'il y a dedans. J'ai eu 2 hématomes cérébraux, j'ai 2 parties de cerveau qui ne marchent plus, et pourtant, neurologiquement, je n'ai pas de séquelles. Parce que la plasticité neuronale a fait qu'elle a transféré les données d'un côté à l'autre, et je n'ai pas de séquelles de ce côté-là. C'était pour le détail. Ce qu'on va créer, c'est ça, un nouveau chemin pour aller au grand stade. Parce que ça, c'est chouette. Aller jouer au foot dans le grand stade, ça, c'est merveilleux. Ça m'éclate, ça. Et ça, j'ai envie de le faire. Et ça me donne une motivation. Et si ce chemin-là, il marche, mais bien sûr, je vais le garder. Il m'apporte le grand stade. Pourquoi je retournerai dans le petit pourri, là ? J'ai aucun sens de faire ça. La thérapie familiale, c'est ça. Et pour faire ça, il faut ressentir qu'est-ce que ça fait d'avoir des ressources. Donc, maintenant, j'aurais besoin, envie, que une personne ait envie de ressentir ce que ça fait de, on va dire, ressentir quelque chose de neuf. Ah, il y en a 2.
Il y a deux, il faut vous mettre d'accord. Je peux pas vous désigner. Ok. Oui, bien. Tu vas être devant tout le monde, voir ce que ça fait. Ton prénom? Patrick. Patrick. Ok, enchanté, merci d'être là. Patrick, sans réfléchir, très rapidement dans la salle, tu vas choisir. Il est ouvert? Super. Sans réfléchir dans la salle, tu vas choisir quelqu'un qui représente ton père réel D'accord. et ta mère réelle, au hasard. Le hasard fait toujours bien les choses. Et ce sera quelqu'un qui devra donner son accord, bien sûr, on va vous traîner de force devant. On n'est pas des monstres. Ok. Oui. Ah aussi, oui. Si c'est ok pour vous, parfait. Patrick, ta mère? Ok. Allez-y. Patrick, tu vas fermer tes yeux et tu vas juste sentir dans quelle position tu dois placer ces deux personnages pour te retrouver dans ton âge à 4 ans. Quelle distance tu as avec tes parents? Quelle distance ils avaient entre eux, où ils étaient, dans cet espace-là? Place-les, suis ton corps, sans réfléchir. Juste, tu as 4 ans. Tu peux ouvrir les yeux quand tu as décidé. Hein. Il ne s'agit de ne pas se faire mal non plus. Ok, ton père était là. Tu as 4 ans. Ouais, je mettrai ici. Toi, tu te mettrais ici. Ok. Ah, monsieur, bougez pas. Il vous a placé, il ne faut pas bouger, c'est vraiment c'est le jeu de la statue. Ok. Maintenant, tu vas parler dans le machin orange, là. Ouais. Et tu vas nous dire, les yeux fermés, quand tu as 4 ans, qu'est-ce que tu ressens? Que ta mère soit là et ton père soit là-bas. Qu'est-ce que je ressens, hein? Ouais. L'insécurité. De la sécurité? De L'insécurité. l'insécurité, ok. La colère. La colère. Je ne vais pas chercher pourquoi il est en colère parce que ce n'est pas le but. Mhm. Juste montrer que, juste en positionnant des personnes, on peut ressentir quelque chose. Ce n'est pas ses parents, hein, il n'a pas 4 ans. Mais son inconscient, il est dedans là. Le manque d'amour. Le manque d'amour. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la relation entre tes parents? Là, qu'est-ce que tu ressens de leur relation? Fais pas appel à tes souvenirs, mais qu'est-ce que tu ressens de leur relation? Entre eux, hein, leur Ouais, relation. leur relation entre eux. Conflit. Ouais, Angoisse. angoisse. Ok. Bon, c'est pas chouette tout ça. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je vais dire merci d'avoir joué ce rôle-là. Et tu vas choisir dans la salle, sans réfléchir, parce que tu ne sais même pas ce que c'est, un père idéal et une mère idéale. Ton père idéal d'abord. Qu'est-ce que c'est à 4 ans un père Qui c'est dans la salle à 4 ans un père idéal? Ça peut être une femme, parce qu'on a toujours du masculin en nous si on est une femme, autant que du féminin. On est 50% de chacun. Donc, qui est le meilleur père idéal dans la salle? Monsieur avec le plus... Ouais. Oui. Ça joue. Bienvenue, merci. Super, vous êtes tous d'accord, c'est merveilleux. Merci. Des fois, des gens disent non, je ne veux pas, ça fait mal. Non, là, vous êtes des parents idéaux, ça va être top. Votre prénom? Séverine. Séverine et Christian. Bien. Maintenant, Patrick, sans réfléchir, ton corps sait, tu as 4 ans, comment tu pourrais modeler ces deux mannequins qui vont jouer tes parents idéaux. Dans quelle position tu les mettrais? Pour que ça te procure le plus de bien.
tout simplement. Réfléchis pas et fais-le. Comment ils doivent être ensemble, comment tu dois être avec eux. Bien sûr. Vous avez vu, il sait exactement ce qu'il veut, cet enfant. Hein. Ah, il y a moi d'abord. Ok. Bien, ferme tes yeux. Comment c'est là par rapport à tout à l'heure? Mieux. Qu'est-ce que tu ressens? L'amour, Ouais. Quoi d'autre? la présence, Uh-huh. la sécurité. La sécurité cette fois-ci? Ouais, Ok. cette fois, ouais. C'est comment de grandir dans cette situation-là? Confortable, je dirais. Ok. Ça t'apporte quoi dans ton futur? De la joie, Ouais. confiance Uh-huh. et paix. Ok. Et tu vas faire un pas en avant, Patrick. Je vais te montrer quelque chose d'autre. Enfin, tu vas nous montrer quelque chose d'autre. Juste bouge pas. Tu fermes les yeux. Et moi, j'ai donné des consignes à tes parents. Et tu vas me dire ce que tu ressens pendant que je donne leurs consignes avec des gestes. D'accord. Ok? Donc, je te laisse le micro. Comme ça, tu racontes au fur et à mesure. Bien. Je fais une expérience. C'est une première. Ok? En public. En stage, je la fais souvent. Mais en public, c'est une première. Il va entendre. Ah! Est-ce que vous pouvez faire beaucoup de bruit pendant le temps que j'installe ces parents? D'accord? Faites du bruit, tapez dans vos mains, claquez la fenêtre. C'est quoi la différence là? Il y a quelque chose qui a changé. Ouais. Ça fait quoi? Il y a quelque chose à droite qui n'est pas la même chose. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens en toi? C'est comme si on était derrière moi, on me regarde. Hein? Regardez-moi. L'autre. Il y a une... C'est mon père Cherche pas à comprendre. et Juste, c'est mon... qu'est-ce que tu ressens là dans cette position-là? Pression. La pression. Ouais. Ok. C'est désagréable. C'est désagréable. Ouais, c'est désagréable. Alors, vous allez refaire du bruit. Merci. Et là, c'est comment pour toi? Il y a de l'espace. Ouais. Il y a de l'espace, mais c'est comme si je sens que quelqu'un est là à côté de moi. Ok. Et c'est agréable ou pas Oui, ça? oui, agréable. Ouais, Ok. c'est mieux. C'est mieux. Tu as quelqu'un à côté de toi et c'est agréable. Ouais. Ok. T'as grandi tout seul, non? Pas vraiment, mais un petit peu. Qu'est-ce qu'il y avait à côté de toi tout le temps? J'ai pas compris. Qui est-ce qu'il y avait à côté de toi tout le temps? Maintenant, Non? Quand tu étais petit? bah, je vis chez ma famille. Mes parents, ils travaillaient tout le temps. Et qu'est-ce qu'il y avait à côté de toi quand tu étais petit? Ah, ça bloque. T'as un frère, une sœur, quelque J'ai une chose? sœur, oui. Elle s'occupait de toi? Quand j'étais petit, c'était moi. C'était toi qui t'occupais d'elle, ok. Hum. Faites du bruit. Comment c'est là? Étrange, il y a plus d'espace, mais il y a un manque. Il y a un manque. Ouais, il y a un manque. Ok. Un manque de, tu sais le nommer ou pas? C'est Amour. un manque d'amour. Ouais, Ok. ça fait presque mal. Ça fait presque mal. Ouais, Donc là, Patrick est dans son histoire réelle. Il n'est pas connecté avec ses parents idéaux. Il nous raconte son histoire réelle. Quand ses parents sont derrière lui, il est oppressé. Quand ils sont éloignés, il a de la place. Et il y a quelqu'un à côté de lui, mais on ne sait pas qui. Et là, juste avec sa mère derrière, il y a un manque. Donc il ressent son histoire réelle. Je me trompe? c'est juste, complètement. Son corps ressent les choses
parce qu'il est connecté à ces conflits. On n'a pas le temps de le faire rentrer profondément dans ces 4 ans pour qu'il ressente des parents idéaux. Et vous n'avez pas le temps de rentrer dans ce rôle de parent idéal parce que en 1 heure, c'est trop rapide. OK? On va faire une dernière chose. Vous pouvez refaire du bruit, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que tu ressens plutôt? Il y a quelqu'un derrière moi. Ouais. C'est mon père. Ouais. Il m'observe. Uhum. Il est en train de faire quelque chose, non? Je sais pas. Il fait quoi? Je sens un mouvement du bras. C'est agréable ou pas? Non, OK. Je vais te poser une question personnelle, je peux? bien sûr, tout. Ouais. Est-ce qu'il te frappait, ton père? Oui, OK. Donc, il ne fait pas de mouvement, hein, c'est juste ton histoire. ok, ouais. Tu sens l'homme derrière toi et tu es connecté à Ouais. ton histoire. Tout va bien, tu peux ouvrir les yeux. Et je peux remercier tout le monde. Merci. Ok, je change de micro. Merci, grâce à vous, on peut voir comment l'enfant sent les choses et comment il est connecté à son histoire. La thérapie familiale, c'est justement lâcher cette loyauté inconsciente à sa famille en réglant les drames des ancêtres par la thérapie transgénérationnelle. Ensuite, utiliser les outils de PNL, de thérapie symbolique adaptés, utilisant la plasticité neuronale, pour ressentir les merveilleux bienfaits, ce que Patrick a malheureusement pas ressenti aujourd'hui. Parce que, encore une fois, pour descendre dans ce monde idéal, il faut avoir une motivation. Et la motivation, tu ne peux pas l'avoir en 1 heure, parce qu'il faut d'abord lâcher la loyauté à ta famille. Si tu ne la lâches pas, tu n'as pas le droit de ressentir tes parents idéaux. C'est pour ça que ça coince. OK? Mais tu ressens exactement ce que tu ressentais enfant, même si tu ne vois pas ce qui se passe. Ton corps sait. D'accord? Et c'est ça qu'on utilise. On utilise ce que votre corps sait, ce que votre corps ressent, pour changer ce qu'il ressent. En lui faisant ressentir quelque chose de génial. Et ce quelque chose de génial, ça marche d'enfer. Parce que vous le prenez en vous. Vous le prenez comme une nouvelle histoire, une histoire meilleure. La démonstration vient de la faire. C'est comme ça qu'on travaille en thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. OK? C'est comme ça qu'on décode tout ce que ressent Patrick. Et comme ça qu'on va lui apporter les bonnes solutions. Et tout ça, c'est un plaisir pour moi de l'exercer. Mais ce serait un plaisir si vous l'exerciez aussi. Parce que je ne serai pas tout seul à aider les gens. Je n'ai pas assez d'épaules pour soigner tout le monde. OK? Mais ça fonctionne. Ça, j'en suis sûr. Je l'ai expérimenté depuis déjà des années. Donc, c'est pour ça que je me suis associé avec l'AIMP, une école de formation en Suisse. Et on démarre une formation en décembre à Fribourg. Je vais être toute la journée sur le stand 400 pour vous répondre à vos questions, pour vous réexpliquer des choses, pour détailler toute la formation. La formation, c'est une formation continue qui se déroule en 3 niveaux. Vous pouvez la faire pour vous-même, pour juste réparer votre histoire, parce que c'est beaucoup de pratique dans cette formation. C'est environ 40% de pratique. Okay, on pratique sur soi, on répare sur soi. Moi, quand j'ai fait la formation en décodage biologique, ça a changé tout. C'est là que j'ai lâché mes dernières béquilles, etc. J'ai vraiment travaillé sur moi. En même temps qu'on comprend la technique et qu'on peut devenir conseiller en TEFT. On peut conseiller la thérapie au bout des 144 heures de formation. Au niveau 2, on apprend à accompagner les gens. Donc vous pouvez déjà, vous, accompagner des gens, votre famille, des gens de l'extérieur, n'importe qui, ou vous-même, puisque c'est que pour vous. Mais vous pouvez aussi aller jusqu'au niveau de thérapeute, où là, vous aurez tous les outils complets pour faire le travail que je fais aujourd'hui. Et ça serait vraiment très chouette pour moi de ne pas être le seul.
Je vous remercie de votre attention et de votre participation, de votre assiduité. Il n'y a personne qui est parti. Et je voulais juste demander à ceux qui étaient là par hasard, ça vous a touché? C'était pas pour rien, hein? Merci à votre inconscient.